Moi j'ai un petit retour, vous m'entendez bien? Ouais, est-ce que là c'est mieux? Allez, ok, c'est parti. Bonjour, je suis ravie d'être là. Vous êtes ici sur un workshop qui va être très pratico-pratique. On a 30 minutes ensemble, je vais jouer le jeu des 30 minutes, donc ça devrait aller assez vite. J'ai essayé de vous libérer un petit peu de temps de parole sur la fin, donc je vais essayer d'être synthétique. Cela dit, si ça va un peu vite, vous me faites signe. L'idée, c'est quand même que vous puissiez fixer les idées. Et si on n'a pas le temps, je reste après et on se prend un temps de questions-réponses en direct ensemble. Alors, vous êtes sur un workshop où l'idée ici, c'est de vous faire un zoom sur les fondamentaux du retail. J'ignore complètement vos profils. Je ne sais pas si j'ai affaire à du B2B, je ne sais pas si j'ai affaire à des gens qui ont déjà des boutiques, qui souhaitent en avoir, qui se posent la question pour le faire, qui ont déjà eu une première expérience et qui ont besoin de se repositionner. Qu'importe, l'idée de ce moment ensemble, c'est de vous transmettre une méthode qui devrait normalement fonctionner quelle que soit votre échelle, que vous soyez très gros, très petit, et que vous soyez un nouvel acteur ou que vous soyez quelqu'un déjà d'installé mais qui a un besoin de repositionnement. Et l'idée, c'est qu'on regarde ensemble un peu cette méthode, mais aussi un peu les bonnes pratiques, dont les tips, ce que moi j'utilise en tout cas au quotidien. Et pour que vous me situiez, je suis directrice artistique. J'ai un profil donc de designer. J'ai fait l'école Boulle, pour ceux qui la situent. J'ai fait l'école polytechnique aussi de Milan, où là, moi, j'ai eu un volet de formation très poussé sur l'identité et la brand image des marques. Et j'ai été ensuite embauchée par le groupe L'Oréal, puis par la maison Dior, où j'ai dirigé le département scénographie. Donc c'est là où on dessine les boutiques du parc international de la maison pendant 5 ans. Donc vous allez le voir, j'ai une créativité qui est très contrainte par le business, c'est ma spécialité, c'est ce que moi j'adore. Donc j'ai l'habitude en fait de dessiner main dans la main avec des profils très de communicants, de décideurs, souvent les top managers. Et vous le verrez, donc j'ai une méthode qui est très au service d'une créativité qui doit être mesurable, quantifiable. Mon objectif avec mon client, mon commanditaire, c'est très clairement de répondre à des compétiteurs, à un marché, d'être réactif, d'être évaluable et d'être rentable. Ce qui nous a amené avec Maison et Objets à vous proposer ce workshop, c'est que ça fait 2-3 ans que je dessine plus du tout de la même façon ces points de vente. Il y a des choses que je délivrais il y a 3 ans que je ne délivre plus du tout aujourd'hui. Et c'est le Covid. Il y a un gros moment qui s'est passé là-dessus de cliquer. On annonçait d'ailleurs la mort des boutiques parce que le digital est en train de devenir énorme. Je pense que ce sont des notions que vous avez déjà pas mal abordées sur d'autres workshops. Et il se trouve que dans mon secteur d'activité, donc la boutique, ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai jamais autant dessiné que pendant le Covid. J'ai jamais autant délivré de boutiques que sur cette période de ma vie. Par contre, j'en ai délivré beaucoup moins. Je dirais peut-être 2 fois moins, mais beaucoup mieux. C'est des espaces qui sont dessinés désormais complètement différemment. C'est redevenu des temples de la marque. Mais par contre, en termes de parcours client, tout ce que je faisais avant, c'est parti à la poubelle. Et désormais, je refais complètement différemment les choses. Et on verra, il y a un deuxième acteur qui a énormément bouleversé ma façon et ma pratique de dessiner. C'est une génération qui est rentrée au même moment aussi sur le marché, qui a des comportements d'achat qui ont induit toute autre chose. Le deuxième élément clé là-dessus, c'est que clairement à une époque, la boutique c'était une maison, c'était une théâtralisation de la marque en physique. C'est plus du tout le cas. Désormais, c'est devenu un média qui fait partie d'un autre écosystème de médias. Donc il est omnicanal. C'est quelque chose qui change tout dans ma façon de dessiner. Disons que j'imagine ça comme avec les mêmes assets et les mêmes enjeux qu'un directeur de communication. C'est-à-dire que j'ai un plan de com pour mes boutiques, ce que je n'avais pas auparavant. C'est quelque chose qui change énormément la donne. C'est la fin de la relation simplement transactionnelle. On ne vient plus dans mes boutiques pour acheter des produits. On vient pour quelque chose qui se passe bien au-delà. Ça a tout changé. Partant de là, je vous propose ce sommaire. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc 30 minutes, c'est pour ça, c'est assez dense. On va y arriver. Je vous propose qu'on démarre avec une espèce de vision très macro. Donc ça va être vraiment quel est le contexte du retail actuel. Donc là-dessus, on va se faire un temps sur des chiffres, des études. On va décortiquer un petit peu les dernières tendances de comportement d'achat, les pourcentages. Qui sont ces personnes? Comment fonctionnent-ils aujourd'hui? L'état vraiment du marché. Ensuite, on rentrera dans le volet plus concret de ce magasin physique qui est devenu ce média omnicanal.
Et là, après, on rentrera dans le gras de ce qui vous intéresse, à savoir les rouages de succès d'une expérience client réussie. Et on terminera par un mémo. L'idée aussi, c'est de vous permettre de fixer les grands incontournables, donc les essentiels du retail, et son cahier des charges, pour que vous repartiez avec une méthode qui soit immédiatement transposable. Le constat, bonne nouvelle, le dernier chiffre qui est sorti de Havas, il est tout frais, il sort de Noël, c'est que à 90% les Français continuent de préférer les magasins physiques. Donc c'est super, d'autant que l'année dernière, au même moment, on les avait sondés, ils étaient déjà à 80%. Donc ça veut dire que l'engouement pour l'incarné, pour le physique, est toujours là, et il est même en exponentiel. Donc clairement, les attentes sont là. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui a radicalement changé, c'est qu'aujourd'hui, quand vous attaquez une boutique physique, à une époque, c'était le point d'entrée de l'expérience client. C'est plus le cas. Moi, quand je dessine et je délivre une boutique physique, il y a déjà 50% de quelque chose qui s'est passé en online, sur lequel moi, je ne suis pas du tout intervenue. C'est le début de l'expérience client et j'arrive en fait sur cette seconde étape. Vous ne pouvez absolument pas ignorer ce qui se joue pour vous sur le digital parce que votre boutique, il faut qu'elle soit tout sauf une réplique de ce qui s'est joué en amont sur le digital, sur le numérique. Et là-dessus, l'incarné est beaucoup plus faible que toutes les opportunités que l'on a sur l'hyper-digitalisation. C'est un élément sur lequel je vais beaucoup revenir, beaucoup insister. C'est vraiment déterminant dans votre façon de le mouliner. Donc, considérez vraiment que la boutique n'est que la deuxième étape de votre parcours client. Je vais vous parler d'un deuxième élément qui nous a bien perturbés, c'est la génération Z. Hyper positivement, c'est une génération qui a une vingtaine d'années, qui est hyper connectée et qui va consulter les réseaux sociaux avant toute prise de décision d'achat. Vous le verrez près dans des chiffres, ils sont hyper clivants dans leur process de décision. Par exemple, ils ne donnent aucun crédit aux médias institutionnels lambda. Donc c'est une belle opportunité parce que c'était des choses qui coûtaient extrêmement cher aux marques à développer. Mais malgré tout, il y a quelque chose à prendre en compte sur ce basculement qu'ils amènent dans leur mode de fonctionnement, parce qu'ils vont se parler en amont avant même de venir vous rencontrer en physique. Et ils ont déjà une attente, ils ont déjà une vision rêvée, projetée de ce qu'ils espèrent en venant vous rencontrer physiquement. Et ça, c'est quelque chose d'assez déterminant. C'est en ça qu'ils ont fait beaucoup muter la façon de concevoir les espaces. Rapidement, on laissait à peu près à 40% sur TikTok. Ça veut dire que c'est une génération qui est hyper sensible au mouvement. Et c'est une génération qui est hyper sensible à tout ce qui est spontané. Donc c'est aussi la fin du storytelling. Moi, j'aime bien dire qu'on a glissé dans le story living. J'ai vu qu'un workshop intitulait déjà son titre de cette façon-là. Donc c'est qu'il y a une vraie tendance de fond là-dessus. Storytelling, story living. C'est la fin de l'ultra-marketing. C'est la fin des coquilles vides. Vous allez le voir, ils ont besoin de tests crash, ils ont besoin de choses vraies, ils ont besoin de choses qui s'incarnent dans le réel. Ils sont dans l'hyper émotionnel. Moi, je trouve ça hyper positif. C'est une vraie opportunité pour les marques qui ont du fond d'exprimer vraiment leur expertise et leur savoir-faire. Mais c'est quelque chose qu'il faut absolument penser, anticiper. C'est aussi une génération qui va en point de vente une fois tous les 3 mois. C'est peu, mais c'est très régulier. Ils sont très fidèles, très constants. Donc ils continuent d'avoir besoin de ce moment. Et par contre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils font 7 fois plus confiance aux photos et aux informations qu'ils vont trouver sur les réseaux sociaux qu'à vos médias institutionnels. Ils n'en ont que faire. Donc ça, c'est à intégrer. C'est énorme. C'est aussi une génération qui déclare avoir beaucoup besoin d'émotions fortes avant de passer à l'acte d'achat. Donc vous ne pourrez pas juste leur balancer des infos, leur dire « croyez-moi, c'est comme ça ». Ils vont avoir besoin de le ressentir. Pour résumer sur ce moment, un tout petit peu de prise de hauteur du contexte. Ce qui est à retenir, c'est que la boutique, elle est toujours dans le game. Donc ça, c'est chouette. Elle a vraiment retrouvé son statut de pierre angulaire. C'est un lieu totem. Mais par contre, elle a complètement muté. Donc ceux qui ont dessiné des boutiques il y a 3-4 ans, il y a vraiment un mindset et il y a une reprogrammation à faire de vos façons de fonctionner parce que tout a changé. Ce qui est à considérer, c'est que l'hyper-digitalisation qui, elle, continue de grandir, a vraiment renforcé toutes les attentes en physique. Donc il faut vraiment que vous soyez au rendez-vous. Si vous décidez de créer un pop-up, c'est que vous avez quelque chose à délivrer de fort et de sincère et qui va s'incarner physiquement. Il n'est absolument plus envisageable de proposer la même expérience en physique qu'en online. Si vous êtes parti pour faire une réplique, la faites pas. Restez sur le canal du digital, vous le faites super bien.
Et si vous essayez dans la boutique de transposer ce que vous allez super mieux faire en fait en online ou sur les réseaux, restez sur les réseaux. Et venez dans les points de vente quand vous serez mûr, quand vous serez plus fort, parce que le delta entre les deux va vous donner une expérience client négative. Et enfin, génération ultra connectée, fini le point de vente où on vient juste vendre des produits. C'est le point de départ, donc ça existe toujours. Mais c'est absolument pas l'atterrissage qui est attendu pour cette génération. Désormais, le magasin, c'est un lieu d'activation où on met son histoire, son savoir-faire et les valeurs de sa communauté en scène. Alors, le média omnicanal, on vient de le voir, fin de la relation transactionnelle. Ce qu'on sait, c'est que nos consommateurs, quand ils viennent, à 73%, ils ont déjà utilisé plusieurs canaux au cours de leur parcours d'achat. Et à 60%, même quand ils sont chez vous, ils continuent à être connectés. Ça veut dire qu'ils sont en live à vivre votre point de vente et en même temps, ils continuent de consulter tous les autres canaux. Il faut que vous soyez hyper cohérent. C'est en ça que le magasin est devenu un média omnicanal. C'est qu'en fait, il n'est plus un seul canal, il est dans un écosystème. Et désormais, les directeurs retail, moi, des clients pour qui je dessine, travaillent main dans la main avec le directeur e-retail, l'e-commerce et aussi la com. Il faut que tout le monde ait des assets complètement homogènes et cohérents. Parce que si quelqu'un balance une info super pertinente, par exemple sur l'e-commerce, et puis qu'on se rend en boutique et qu'il n'y a absolument pas cette offre, vous allez le voir après, repêcher un client que vous avez perdu, c'est 25 fois plus cher que fidéliser un client. C'est ce qu'on vient de se dire. Vous devez absolument avoir une transaction d'achat qui est complétée par une expérience humaine unique. On va commencer à rentrer dans le détail de ce que ça veut dire. Ça veut dire par exemple un traitement sur mesure. Si je me déplace de mon écran à vous, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit une valeur ajoutée de ce que le digital ne va pas m'offrir. Ça peut être le traitement sur mesure, ça peut être le sentiment d'appartenance à une communauté. Donc venir la rencontrer et évidemment la découverte du produit, je ne le cite pas, mais c'est un basique. Donc je ne le cite même pas parce que pour moi c'est un prérequis. Il vous faut une fluidité de parcours cohérente entre tous les canaux empruntés. Si vous avez un moment de rupture, donc de déception, c'est là où vous perdez le chaland et ça vous coûte 25 fois plus cher que si vous étiez resté sur un parcours peut-être moins ambitieux, mais fluide. Pas de rupture dans le parcours. On va regarder ça tout à l'heure. Et enfin, pas de reproduction de ce que vous faites mieux en ligne versus le réel. N'y allez pas. Faites pas une version dégradée. Si c'est ça, vous ne le faites pas. C'est pas grave, vous revenez quand vous êtes prêt. On a 51% dans les chiffres de nos clients qui abandonnent une marque avec une seule expérience négative. La moitié. C'est énorme, le ticket est hyper lourd. C'est en ça que j'invite mes clients à revenir plus tard quand ils seront prêts que d'aller un peu trop tôt s'ils n'ont pas la cohérence ou la force de frappe ou plein de choses. C'est pas grave, vaut mieux remettre à plus tard que de se planter parce qu'après pour rattraper, c'est hyper douloureux. Et il vaut mieux fidéliser. Quand vous êtes petit, vous n'avez pas encore une grosse capacité de frappe, fidélisez, c'est pas grave. Vous avez un petit cercle, vous allez le ratisser et vous allez voir que dans l'expérience client, on a de quoi faire grandir cette notoriété en venant recruter dans le propre périmètre de celui qui est déjà acquis. N'allez pas essayer de recruter. Et on va voir quelles astuces on peut avoir éventuellement pour le faire en s'appuyant sur la concurrence, qui le fera mieux que vous. Premier point, une bonne expérience client. Souvent on me pose la question, c'est quoi? C'est pas trop compliqué. C'est juste un delta positif entre l'expérience anticipée, donc rêvée, et l'expérience finalement vécue. C'est tout. Il faut juste que ce delta il soit bon. Donc en fait, souvent on me dit « Oui, mais tu dessines pour des Chanel, des Guerlain, ils sont hyper puissants. » C'est la même méthode. C'est la même méthode de travail. Moi, je travaille aussi pour des TPE. C'est exactement la même façon d'appréhender un projet. Par contre, il faut que ce qui soit promis soit donné. À ce moment-là, promettez un peu moins. Et vous verrez que l'expérience en sera tout aussi bonne. J'ai des clients qui ne peuvent pas proposer un show hyper fou, avec ne serait-ce qu'un catering de qualité, etc. Vous annoncez que c'est quelque chose de très spontané, que vous allez peut-être rencontrer seulement le fondateur, mais qui va prendre du temps avec vous, un moment vraiment intime de partage, etc. C'est déjà beaucoup. Et quand on va arriver à vous, on va s'attendre à quelque chose de très familial, très direct, très simple. Le delta sera bon. Il y a un point qui est hyper important, même quand on est petit, c'est qu'on oublie toujours de s'auditer. On oublie toujours d'évaluer ses propres performances. Passez plus de temps à faire votre programmation de cahier des charges
et à l'auditer. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'à un moment donné, vous ayez un retour sur expérience. Il faut que quelqu'un vous fasse absolument des bilans. Venez à leur contact. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Ça peut être des choses hyper simples. On n'a pas tous la possibilité de faire des études quantiques, Ali, qui coûtent extrêmement cher. Il y a des moyens beaucoup plus simples de questionnaire, ou même tout simplement quelqu'un qui passe dans la boutique. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous avez des points à nous faire remonter? Auditez. Auditez absolument vos points de vente. Faites les points de contact. On va voir après ce que c'est. C'est les moments de conversion. C'est sur les moments de transformation dans un espace où on passe de la découverte à un step supplémentaire. En tout cas, c'est de l'engagement. Tout ça, il faut absolument que vous l'archiviez. Ça va vous permettre de grandir. C'est des données très précieuses qui, année après année, vont vous permettre de vous évaluer, de savoir où vous situez. Vous devez absolument penser une expérience client dans la stratégie globale de la marque. On ne peut pas penser une expérience client décorrélée du directeur, du DG, du CEO de la marque. C'est pas possible. C'est quelque chose qui doit être pensé avec lui. Il faut absolument avoir les clés de sa vision. Il faut savoir où il se projette à 2 ou 3 ans. Vous ne pouvez pas le dessiner en étant déconnecté de cette dimension stratégique de la marque. Et je vous le disais tout à l'heure, il coûte 5 à 25 fois plus cher de recruter un nouveau client que de le fidéliser. Ça vaut la peine de passer du temps sur ceux qui sont déjà acquis. Alors justement, cela dit, si on voulait quand même un peu grandir, dans l'emplacement, le choix de l'emplacement, il y a quelque chose qui est assez stratégique. Souvent on me dit, je ne vais pas me mettre là, il y a un énorme acteur qui est mon concurrent direct, je ne veux surtout pas lui faire face, je ne suis pas encore assez puissant. C'est complètement à côté. Allez-y, mettez-vous en face de lui. Pourquoi? Parce que s'il est grand, c'est qu'a priori, il a déjà un temps d'avance. A priori, il a déjà ses canaux qui sont hyper cohérents, hyper connectés. Donc, a priori, il s'est déjà recruté. Et vous allez bénéficier de son trafic. Par contre, il faut absolument que vous puissiez vous opposer sur une dimension à quelque chose qu'il ne propose pas ou en complément. Mais l'idée là, ça va être de récupérer une partie de son trafic, puisque de toute façon, les gens se déplacent toujours dans les mêmes endroits pour consommer les mêmes choses selon des typologies et des comportements. Ça nous amène aussi à ce qu'avant de dessiner un point de vente, vous vous penchiez vraiment sur la question du persona. À qui parlez-vous? Qui sont-ils? C'est déterminant. Moi, je peux dessiner dans le vide pendant des heures quand mes clients n'ont pas compris qui, en fait, viennent les consommer. Prenez du temps là-dessus, c'est du temps gagné après sur tous les touchpoints. Un bon exemple d'espace aussi pourri, dont personne ne veut, mais hyper stratégique, le Sephora des Champs-Élysées, qui a été acheté il y a 25 ans par Bernard Arnault, était un lieu dont personne ne voulait. Tout le monde s'était installé autour, c'était en train de devenir la plus belle avenue du monde, et il y avait cet espace que vous connaissez bien aujourd'hui, qui a été vendu au rabais, je crois 10 fois moins cher au mètre carré, parce qu'il n'y avait pas de vitrine. Bernard Arnault l'achète, se fait épauler d'un bon architecte, et ils vont complètement outrepasser le point de départ de la vitrine, qui est quand même un élément a priori hyper important. Et c'est la première boutique du monde que vous connaissez bien. Pourquoi? Parce que du coup, tout a été misé dans le fond. Les points de conversion ont été mis au fond, tous les points chauds au fond. Et en fait, de cette faiblesse qui était une paroi très étroite, c'est devenu un tunnel qui vous aspire et sur lequel le panier moyen est le plus cher au monde. Donc ça aussi, les contraintes physiques d'architecture, c'est le problème de votre architecte ou votre designer, pas du vôtre. Mais il n'y a pas spécifiquement de mauvais endroits en termes d'architecture. Par contre, les emplacements sont déterminants. C'était les champs, c'est le lieu de toutes les marques de luxe. Il a eu raison de le prendre. L'architecte, il doit vous accompagner pour faciliter les flux de circulation. Donc, le job d'un architecte, ça va être une segmentation claire de mise en avant de votre offre. Que les produits stratégiques. On l'a vu tout à l'heure, on ne perd pas de temps avec un catalogue exhaustif. On est moins bon que le digital, on est moins bon qu'un site internet, évidemment, qu'il n'y aura pas toutes les références, les tailles, les dimensions dans votre point de vente. On n'y arrive plus. Le digital est plus fort que nous. On oublie les produits stratégiques uniquement. Les traffic stoppers, qu'est-ce qui vous fait arrêter? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un qui ne vous connaît pas, tac, se pose la question? Traffic stopper, c'est l'équivalent des têtes de gondole. Il en faut, même dans une très belle boutique. Il vous faut les mêmes principes qu'un supermarché d'entrée de gamme leader price. C'est les mêmes principes pour arrêter le chaland. Les points de contact. À quel moment on s'arrête, on convertit, on engage? C'est ce qu'on va voir juste après. C'est tout ce qui sera cerclé d'un rond. Ce sont les points de contact. Le branding. Parfois, j'ai des clients qui oublient la base. Le branding, évidemment, il y a la visibilité de loin. On le voit très bien là derrière. On lit très très bien la marque. Qu'est-ce qui reste du branding à 10 mètres, à 3 mètres,
à 50 cm. Et la plupart des marques oublient de brander sur de la lisibilité de très très près. On brande à tous les niveaux. La preuve par l'exemple, on va le voir tout à l'heure, c'est déterminant. Une fois que vous avez capté l'attention, vous êtes bien positionné, vous avez fait du bon boulot sur cette partie stratégique, tout de suite maintenant, et ça c'est nouveau, il faut la preuve par l'exemple. C'est-à-dire, c'est un moment tout de suite immédiat qui permet de tester vos produits, de vérifier ce que vous annoncez et qui va permettre ou pas d'ouvrir la porte sur la suite de la boutique. Et ça, c'est la génération Z. Ce n'était pas le cas avant. Ils ont besoin tout de suite d'être convaincus que ce n'est pas de l'esbrouf. On va regarder un exemple tout à l'heure, mais ça va vouloir dire mettre en condition réelle le produit, le service ou la solution que vous proposez, et il faut qu'elle soit viable. Et enfin, exit les zones froides. Pour ça, vous pensez au concept store Apple. Il n'y a pas de TPE de paiement, il n'y a pas de zone de caisse, il n'y a pas de stockage. Ça libère énormément de mètres carrés. Ils sont derrière, mais ça ne fait absolument pas partie de la scénographie. Quand on connaît le prix du mètre carré du retail, on apprécie de se dire que tout ça, ça s'en va. Ça libère du champ, ça ne doit plus être des moments importants. On ne fait plus de l'attente en caisse. Tout ça, c'est devenu des zones froides, c'est des éléments de rupture, vous pouvez les oublier. Ça, c'est nouveau depuis 2-3 ans. Et enfin, le training, on vous l'oubliez beaucoup trop, ça va être en fait vos hôtes de vente. Qui vont vendre? En fait, c'est vos premiers ambassadeurs. Quand on ne vous connaît pas, la personne qui va vendre, elle est déterminante et elle peut énormément pallier à la faiblesse d'une scénographie. Si vous avez un bon conseiller de vente, si vous avez un très bon accompagnement sur l'accueil, en fait, si vous avez une très bonne transaction relationnelle, l'archi, vous pouvez beaucoup désinvestir sur ce volet-là. Et mes clients maintenant investissent beaucoup là-dessus. C'est autant d'investissement sur le média que sur la formation des hôtes de vente. Pensez-y, c'est déterminant dans le parcours client. Alors la méthode, elle est en 5 points. Je vais passer assez vite. C'est une méthode que vous pouvez retrouver sur l'agence Héroïne. Vous tapez agence Héroïne. Je les adore, ils synthétisent hyper bien le parcours client. C'est les intellos du retail. C'est écrit en bas, agence Héroïne. Vous n'hésitez pas à aller regarder ce qu'ils font. Ils ont synthétisé le parcours client idéal en 5 points. L'immersion, l'usage, la preuve, le service, le partage. Je vais aller assez vite là-dessus. Je vous ai pris un cas type d'un projet que j'ai dessiné pour la maison Dior. Donc je vous en ai pris qu'un seul pour que vous compreniez vraiment les 5 entrées. Mais si on devait les résumer, l'immersion, c'est impacter la mémoire. C'est une partie du sens de l'émotion et ça doit absolument véhiculer l'ADN de marque. C'est la première chose que l'on voit de vous. L'usage, c'est le fameux parcours client fluide. Il faut favoriser la conversion de la visite du client en un parcours client qui va permettre de le convertir en fidèle en fait. Donc là-dessus, c'est les bons dispositifs au bon moment pour les bonnes personnes. La preuve, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il faut démontrer l'excellence. Ok, vous bombardez partout pour dire que vous êtes le numéro 1 de je ne sais quoi. C'est maintenant, c'est à vous de le démontrer. Nike, par exemple, quand vous arrivez dans leur très très gros flagship, il y a un très gros robot qui prend une semelle Nike et qui l'use, et qui l'use, et qui l'use, et qui reproduit le nombre de pas que vous ne ferez même pas dans une vie entière. Et la semelle est intacte. C'est ça la preuve par l'exemple. Le service, il vous faut absolument ritualiser et proposer au milieu de cette somme d'informations de l'hyper-personnalisation. On ne se déplace plus en boutique s'il n'y a pas quelque chose qui, à un moment donné, rentre dans l'intime. Donc ça peut être de l'hyper-personnalisation, ça peut être accéder à des services au titre d'appartenance d'une communauté, mais quelque chose d'exclusif et d'unique. Et enfin, le partage. On l'a vu tout à l'heure, hyper cher d'acquérir de nouveaux profils. Donc on capitalise sur l'existant, le fait qu'ils vont être d'excellents ambassadeurs s'ils ont vécu une bonne expérience client. Et c'est eux qui vont aller recruter et vous faire rayonner et faire grandir votre notoriété auprès de leur propre réseau, leur premier réseau. Ça va être les meilleurs ambassadeurs. Pour ça, il faut une zone où ils puissent partager l'expérience qu'ils ont vécue à vos côtés. Donc Dior, je vous disais... C'est une commande qui m'avait été passée par la maison d'un 70 mètres carrés, mais qui devait pouvoir réduire jusqu'à 6 mètres carrés. Donc il faut que le concept reste intact entre 70, de mémoire, on va le voir après, 30 mètres carrés, 15 mètres carrés, 6 mètres carrés. Quel que soit le mètre carré que j'ai dessiné, l'expérience est la même. Juste quand vous arrivez à 6 mètres carrés, vous passez de 5 moments d'expérience client à 3. Quand on réduit 3, on reste sur immersion, usage et preuve.
Donc, énorme travail sur la carcasse, l'enveloppe globale. Je vous ai mis après quelques exemples d'étapes de recherche qu'ils n'ont pas validées pour que vous voyez. Mais celle qui a été sélectionnée, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que le branding, il est fort. Il est visible de haut. C'est la maison mère, c'est Dior. Vous avez le secondaire qui va être du Christian Dior, etc. Vous avez une grosse enveloppe parce que c'est la maison statutaire qui accueille un petit event beaucoup plus événementiel. Donc on passe sur des structures filaires plus légères pour signifier ça. Il y a des codants de marque partout. On est sur du noir, du blanc comme le ferait la mode. C'est ça en fait l'immersion. Il se passe tout de suite quelque chose de très très identifiable. C'est purement visuel. On sait chez qui on est. Et vous avez quelque chose qui est mémorable immédiatement, parce que là, vous ne le voyez pas, c'est un croquis. Il y avait énormément de mouvements. Tout ça bougeait beaucoup. Et c'est l'intérieur, c'était l'atelier de la maison. Donc vous rentriez vraiment dans le cœur de la maison, l'atelier de Christian Dior. L'usage, c'est les fameux cercles dont je vous parlais tout à l'heure. Partout où vous avez un cercle rose, c'est un moment qui favorise la conversion. Donc là-dessus, il va falloir vous penser votre persona, quels vont être ses enjeux, ses attentes. Ça, je ne peux pas y répondre, ce n'est pas universel, c'est du cas par cas. C'est à penser pour vous. Sur le cas de Dior, ils ont pris sur les extérieurs les traffic stoppers pour recruter du chaland qui passerait par là par hasard. Donc qui rappelle l'offre, qui rappelle l'expérience. Tous ceux qui connaissent déjà, ils ont une énorme table interne d'immersion. C'est ceux qui viennent en direct. Ils n'ont même pas besoin d'avoir tout le travail de traffic stopper. Ils rentrent directement. C'est une grande table à la Apple où ils peuvent tous s'installer. C'est la preuve par l'exemple. Ils vont tester immédiatement les produits. On ne leur baratine pas 15 ans des vidéos, des pubs. Venez, on teste. Après, on rentre dans le détail. Et normalement, il reste. Et après, c'est toute l'offre de personnalisation que vous avez en haut à droite, la grande table de découverte, la zone de partage que vous avez tout en haut, le cercle au niveau de la bande bleue, et des angles après de zones plus chaudes qui sont des zones de trafic. Vous avez vu, l'espace est très ouvert, c'est ce qu'on appelle des espaces en étoile. S'il y a une recommandation aussi, mettez pas beaucoup de murs. Il faut percer autant que possible. Ça dépend de votre configuration. Hein. Si vous êtes adossé à un mur, évidemment, on ne perce pas au niveau du mur. Mais on aime bien les espaces en étoile parce qu'ils permettent d'avoir des tri- ou quadri-circulations. Ça, c'est quelque chose de très pertinent au niveau parcours de client. Très contraignant parce que ça veut dire que la zone d'entrée est aussi potentiellement la zone de sortie. C'est pour ça que j'ai des flèches recto-verso. Donc il faut que quand on avance, on ne recule pas. Et que si on repasse par l'entrée, on ne soit pas sur un doublon. Ça, c'est à vous de voir, mais c'est des jeux d'équilibre. L'architecte est censé vous accompagner là-dessus en pertinence. La preuve, là, c'est le moment où vous démontrez l'excellence de la marque. On se confronte au réel, ses attentes, crash test des produits, c'est tout ce qu'on a vu. Il faut que tout soit testable, tout soit vérifiable, tout soit véridique. Donc, mettez-en peu, mais mettez les produits dont vous êtes sûr, qui sont forts. C'est pas grave si vous ne mettrez pas toute votre offre. Misez tout sur ce qui est absolument efficace et dont vous êtes sûr, qui est solide et qui va être vecteur de valeur. J'avais un DG qui disait « ce qui n'est pas vu n'est pas vendu ». C'est vrai. Donc sachez-le. Ce que vous ne montrez pas, c'est pas en disant « mais venez, peut-être derrière, vous le verrez, personne ne le fera ». Donc soyez très clair avec ça. Moi, j'ai quand même tendance à dire « il vaut mieux montrer moins ». Mais que ce soit béton, que ce soit des produits dont on parle, que tout, et que finalement on se dise oui, il y a une large offre, mais j'ai pas grand souvenir de ce qui s'est passé. C'est pas grave. Le reste, ça pourra aussi vous permettre d'avoir un temps d'eux pour s'entretenir sur le temps. Et enfin, le service, un exemple de moment d'hyper-personnalisation. Chez Dior, vous pouvez tout personnaliser, un parfum, une boîte, vous avez de l'art of gifting. Donc l'idée aussi, c'est de vous inviter à offrir. Ça, c'est beaucoup de serviciel. C'est des choses qu'il faut beaucoup penser sur de l'animation. C'est de l'activation pure. C'est déterminant, surtout pour la génération Z. Le partage, on l'a vu tout à l'heure, je passe brièvement, c'est assez évident. Il faut que vous ayez une classique zone de photocall. Il faut absolument que ça parte chez quelqu'un d'autre que vous, que lui. Il faut que ça parte sur les réseaux. Il faut qu'on ait envie de partager. Il faut que des zones qui soient shootables en selfie. Il faut que tout soit clean, tout soit à hauteur de téléphone. Moi, désormais, je dessine beaucoup plus bas. Tous mes éléments sont à hauteur d'homme. Le branding, c'est important qu'il soit là, d'où l'importance d'avoir du branding à 10, 5 mètres, 1 mètre, 50 cm. C'est aussi pour ces moments-là. Donc la zone de photocall, c'est un prérequis. Si on se fait un mémo, donc là voilà, c'est le même concept qui est décliné, vous voyez, de 70 mètres carrés, 30 mètres carrés, 15 mètres carrés, je vous ai pas mis le 6 mètres carrés. C'est juste certains touchpoints qui s'en vont, mais au global, l'expérience client est exactement la même.
Donc quand je vous disais que dessiner pour des très gros acteurs du CAC 40, des grosses maisons comme pour des TPE, c'est le cas, c'est vraiment le cas. C'est la même méthodologie, c'est juste après des rapports d'échelle. Exemple aussi en parlant de rapport d'échelle, des complications de configuration. Le podium que vous avez à droite, c'est un podium au Japon, dans un lieu qui est bien connu, qui est hyper embêtant parce que vous êtes entre deux piliers, un mur, il y a des ascenseurs qui vous bloquent, qui montent, qui redescendent. L'expérience client a été exactement la même pour les gens qui étaient au Japon sur cet event que pour ceux qui étaient en Europe au bon marché, sur une configuration carrée classique. Des recherches sur l'étape d'immersion dont on parlait tout à l'heure, ce qui a été abandonné par la marque plutôt sur votre volet droit. Pourquoi ? Parce que c'est des enjeux d'impact. Beaucoup moins impactant sur la partie droite. L'impact s'est fait aussi au regard des compétiteurs directs. Qu'est-ce qu'ils ont eux comme codant ? Le blanc était trop proche d'une campagne de Chanel, c'est un compétiteur direct de Dior, on l'a évacué. Et ce qui est à retenir, c'est 3 points. S'il y a 3 choses à retenir de ce moment ensemble, c'est que l'expérience client, en fait, il ne commence pas chez vous dans votre boutique, il commence online. Donc, vous ne pouvez pas en être la pâle réplique. La bonne expérience client, c'est juste un delta positif entre ce que l'expérience qui va être anticipée, rêvée, et ce qui va être vraiment vécu. Et enfin, le magasin, c'est devenu un média omnicanal. C'est fini la relation transactionnelle, commerciale. Ce n'est plus que le point de départ. Je pense qu'on a le temps, voilà, pour quelques questions éventuellement. Je crois que je suis dans les temps, a priori. Merci. J'ai aucune idée du temps. Tant qu'on me fait pas signe, on me dit go. Trop bien. Allons-y. Suivant la cible et le persona, effectivement, si on rayonne assez large. Suivant la cible... Vous m'entendez ? Oui. Suivant la cible et le persona, effectivement, là on a parlé beaucoup de la génération Z. Est-ce que les autres générations sont sensibles à ce dont la génération Z est elle-même sensible ? Ou voilà, est-ce qu'on a un magasin qui rayonne un peu plus large et on peut avoir des grands-parents jusqu'à effectivement la génération de 20 ans. Donc, la cible, elle est plutôt dans la génération Y. Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là ? Alors moi, les clients pour qui je dessine, ils ont quand même des cibles qui ne vont pas embrasser des ultra juniors jusqu'à des hyper seniors. Ça existe rarement, très rarement. Et j'ai une marque, je prends votre question après, en particulier à laquelle je pense, qui se revendique de tous les âges de la vie. Même dans cette catégorie-là, ils ont quand même ceux qui les font particulièrement vivre. Et c'est sur eux qu'on se concentre. À ce moment-là, il faut choisir le top du panel. En fait, j'avais le même genre de question parce que si on a un magasin de décoration avec certains objets dans des prix un peu élevés, c'est pas les jeunes qui vont les acheter. Donc, on touche quand même parfois plutôt les quarantenaires que les plus jeunes pour certains produits, quoi. Oui, alors, ça dépend. Ça dépend des secteurs d'activité. Moi, j'ai des secteurs d'activité où ceux qui ont le pouvoir d'achat, ils ont 25 ans en Asie. Donc ça, c'est aussi, vous êtes le meilleur expert de votre propre cible. C'est vous qui les connaissez. Ce qui est sûr dans ces cas-là, c'est que par contre, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur tout ce que j'ai dit sur l'omnicanalité. Quand bien même, vous auriez une cible peut-être hyper senior, eux aussi fonctionnent comme ça. Et le chiffre que j'avais à 58%, c'est pas sur la génération Z, c'est tout français confondu. Et moi, je le vois dans mes points de vente, les gens maintenant, ils regardent mes magasins comme ça. Donc en fait, vraiment là-dessus, il y a un énorme basculement à opérer sur l'attention qui est portée de ce qui s'est joué en amont. Et limite, à ce moment-là, vous pensez à un point de vente qui n'est qu'en complémentarité de ce qui s'est joué en digital. À ce moment-là, ça peut être une façon de répondre. Moi, j'ai une petite question parce que j'ai un projet de création de boutique en province, en Bretagne. Et j'ai l'impression qu'en beauté, bien-être, on est assez limité en termes d'innovation. Vous parliez beaucoup de l'expérience en boutique, mais j'ai l'impression, là, vous nous avez montré des grosses marques, Dior, etc., qui ont des innovations produits tout le temps. Et c'est pas vrai.
bon. On va revenir. C'est pas vrai. Mais j'ai l'impression qu'à part proposer un diagnostic de peau, un maquillage flash, voilà, il n'y a pas un... Comment dire, on n'a pas un spectre dingue en termes d'expérience et de trucs un peu fous à proposer en boutique pour faire venir la cliente. Et entre 20 et 70 ans, j'ai fait un stage dans une boutique très connue, là, au mois de décembre. Et ça rejoint ce que vous disiez, c'est que qu'elles aient 20 ou 50 ans, elles avaient toutes vu un truc sur Instagram qui les faisait venir en boutique. Ça, c'était vraiment super intéressant, donc même en province. Et voilà. Dans ces cas-là, il y a la communauté qui peut venir à la rescousse. Si le diagnostic, le testing, bah, en fait, c'est beaucoup trop plat et vous n'êtes peut-être pas suffisamment fort, en tout cas, pour émerger là-dessus, il y a quand même, en province, moi je dessine pour des marques de province, dans ces cas-là, elles misent tout sur le rayonnement de la communauté. C'est-à-dire ça peut être un moment aussi où on se rejoint entre utilisatrices de ce même produit, c'est un moment de partage et ça peut aller bien au-delà du prétexte du produit de départ. Oui, alors moi j'ai prévu de faire des masterclass, justement, et de faire venir des gens, etc., parce que je crois énormément là-dessus. Mais qu'est-ce que vous appelez la communauté? C'est quoi? C'est c'est quoi la communauté? C'est toutes les personnes qui adhèrent à la marque. Ouais. Donc c'est forcément... Ça dépend où vous en êtes devant le stade de développement, mais même une petite marque, elle peut déjà avoir pas mal de fidèles. Il faut regarder les points communs qui relient toutes ces personnes, au-delà du simple volet esthétique. Peut-être que l'esthétique, c'est aussi avoir envie de prendre soin de soi, une attention portée à l'alimentation, au sport. Il y a plein d'autres choses à faire. Et là-dessus, il y a vraiment des masterclass, des choses à imaginer, des temps de workshop, même avec des collaborations avec d'autres marques qui viennent en complément de ce qui se joue sur juste l'esthétique. On sait l'esthétique, c'est pas que de la cosmétique. Et là-dessus, nous, ça marche beaucoup. Et j'ai des acteurs qui, comme vous, là-dessus, ont peut-être pas énormément de choses à dire ou de toute manière, ils sont tellement puissants ailleurs que par contre, c'est sur la communauté. Vous avez peut-être la capacité à être hyper présente sur du one-to-one avec ces gens-là, ce que peuvent pas faire des grosses marques. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas du personnel à suffisamment de qualité qui peuvent prendre du temps comme ça. Et ça, vous pouvez vraiment avoir un moment dédié, des workshops de 6 personnes uniquement, qui peuvent avoir de la puissance. Et qui peuvent être le prétexte d'un point de vente physique, un moment, une semaine seulement. Ok. Et j'ai juste une dernière question. Ce que vous nous avez montré là, c'est des pop-up ou c'est des boutiques Je dessine les deux. Les deux. Ce que j'ai montré, c'est vraiment un pop-up. Parce que je pense que les objectifs... Les flagships sont plus statutaires. Oui, c'est un peu différent parce que la marque se pérennise. Mais dans un flagship, vous avez toujours de l'event. Donc il y a forcément un moment dans cette grosse expression boutique qu'il va falloir traiter de cette façon-là. Ok. Question derrière vous. Bonjour. Moi j'ai 2 questions. La première question c'est, donc vous dites qu'il ne faut pas, par exemple, voilà, si on a un e-shop, il ne faut pas reproduire dans le magasin ce qu'on a sur le e-shop. Mais du coup, c'est quoi le lien qu'on fait entre les deux? Est-ce qu'il faut... Moi je suis boutique avant d'être e-shop. Et en fait, effectivement, mis à part une identité visuelle, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Mais le lien, c'est quoi? Est-ce que c'est du visuel? Est-ce que c'est faire rentrer l'expérience immersive du digital dans le point de vente? Qu'est-ce que vous recommandez pour faire le lien entre ces deux? Vous êtes en physique et vous n'avez pas de digital? Moi, j'ai 3 points de vente et un e-shop. Ok. Donc ça, c'est la question entre les deux. Et puis une grande question que j'ai, moi, donc ça fait 10 ans que je suis commerçante et je vois ces derniers temps, j'ai l'impression, je fais de l'achat-revente, j'ai l'impression d'être devenue le showroom de mes propres marques. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont là, ils se baladent avec leur téléphone. Et en fait, ils ne s'achètent pas chez moi alors qu'ils sont en train de l'essayer chez moi. Donc, qu'est-ce que... Ah, mais ça, c'est hyper intéressant. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'analyse d'audit du performance des points de contact. Ça veut dire qu'il y a un point de contact qui est efficient puisqu'ils achètent, mais chez quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui fait que chez vous, ils n'achètent pas? Pour moi, mon constat, parce que j'arrête pas d'y réfléchir, c'est que j'ai jamais la bonne couleur, la bonne taille, j'ai jamais ce qu'il faut. On a beau avoir énormément de choses, et puis il y a ces dernières années, je trouve, une envie d'immédiateté. C'est-à-dire qu'avant, j'arrivais à basculer sur une autre offre ou à dire on recevra plus tard. Et maintenant, c'est tout de suite maintenant. Maintenant, c'est la génération de tout de suite maintenant. Et je ne sais plus comment faire face à ça. Alors, je vais prendre vos questions les unes après les autres. La première, vous avez donné la réponse. A priori, ce qui est un frein à l'achat chez vous, c'est qu'ils viennent pour tester dans la vraie vie des choses qu'on ne teste pas en ligne, c'est-à-dire
la qualité d'un tissu, le confort d'une assise. Donc là-dessus, vous êtes plutôt bon. Il y a une vraie raison d'être de votre boutique. Par contre, ils ne convertissent pas chez vous, faute de références supplémentaires. C'est là que votre hyper-digitalisation, elle pourrait venir compléter ce qui se joue à un point de vente. Comment ça se fait que vous n'ayez pas un point de vente qui vous permette, même vous sur iPad, de dire, bon, là, vous avez testé le molletonné, la qualité de texture, le tissu, je ne sais quoi. Regardez, par contre, vous l'avez en telle et telle couleur. Moi, encore tout à l'heure, j'étais chez Line Rosé, ils n'avaient pas tout. J'ai terminé l'achat sur l'iPad. Pour moi, ce qui se joue là, c'est la relation avec mes fournisseurs. Pour moi, qui a réinventé. C'est presque plus en magasin, c'est comment moi je travaille avec mes fournisseurs pour pouvoir ouvrir un panel et qu'ils achètent chez moi, mais en ayant... et en fait, j'arrive pas à trouver avec mes fournisseurs des bonnes façons de fonctionner pour offrir ça. Il y a des choses très simples là-dessus, hein. Exactement, et vous avez la miniaturisation. Moi, j'ai des clients qui, dans ces cas-là, font de la miniaturisation d'un produit, parce qu'évidemment, on ne va pas l'avoir. Les sofas, avoir 50 sofas dans la bonne couleur, et vous avez 1 ou 2 produits d'exposition, et après, les couleurs se font sur du mini. Là, le mini et le maxi, c'est des astuces retail aussi qui sont très fortes pour vous permettre de communiquer sur des problèmes comme ça. Votre deuxième question, je l'ai oubliée. Ah oui, l'immédiateté, la spontanéité. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est une génération aussi qui, parce qu'ils sont très réseaux sociaux, sont aussi habitués au système de prévente. Donc c'est des gens aussi qui sont capables d'attendre des délais énormes, hein, genre jusqu'à 8 semaines, qu'un produit soit délivré. Quand vous avez des collabs flash M Skincare avec une autre marque, c'est pas délivré le lendemain, mais vous avez tellement envie d'eux que vous attendez. Donc c'est pas vrai. C'est une génération qui au contraire est très éduquée à patienter. Qui est formé à ça et qui est capable vraiment de se mettre en sommeil. Donc là-dessus, l'immédiateté, etc., c'est peut-être de l'enjeu d'activation pour vous rester en rafraîchissement, mais ils sont vraiment capables d'attendre très longtemps qu'une collab Veja soit livrée à la maison. Ouais. Et d'ailleurs, sur le secteur de l'ameublement, on a de la chance. On est naturellement plutôt sur des consommateurs qui ont l'habitude des 4 mois de livraison. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? On clôture là. On est bon? Allez, merci beaucoup.